Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision. Vous le savez, le président de la République entame une visite en France, une visite qui intervient dans un contexte particulier, notamment dans son pays, le Bénin, puisque les mouvements de débrayage s'intensifient. On va aborder dans ce numéro de fait croiser la situation sociale et puis le rôle que peuvent jouer les différentes couches de la société civile que le chef de l'État a rencontrées successivement au palais de la Marina. Invité pour débattre du sujet, Peggy Ludovic Dagba. Il est le rédacteur en chef de Diaspora FM, analyse politique. Bonjour Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, Kéria Kadbialanta. En face de vous, notre confrère Alain Tossounon, journaliste et également analyste politique. C'est vrai qu'il est spécialisé dans le domaine de la décentralisation, mais bon, c'est un polyvalent. Bonjour Alain. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Le président de la République entame une visite de travail en France, une visite qui intervient dans un contexte particulier, puisque le pays, je ne dirais pas est en ébullition, mais la situation sociale est sérieusement tendue. Cette visite, cette sortie est-elle opportune, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Non, vous savez, ça fait un moment que on a annoncé que le président français Macron allait recevoir notre président, et en octobre dernier, ça n'a pas fonctionné. Et on a vu aussi le président Macron venir après les deux visites au Mali compte tenu de la situation. Le président Macron est venu à Ouagadougou en novembre passé. Après, il est venu en Tunisie et puis il y a eu ce forum à Dakar sur l'éducation. Et il n'est pas passé par le Bénin. Donc depuis la session du président Patrice Talon au pouvoir, il n'a pas encore rencontré le président Macron. Donc il était temps, effectivement, que les deux chefs d'État se retrouvent. Parce que quoi qu'on dise, nous avons un passé en commun, et par rapport à ça, il faut que, et il y a des enjeux qui sont là. Donc oui, la situation sociale, il y a une tension sociale qui est là. Mais je pense que c'était vraiment opportun qu'enfin notre président puisse rencontrer le président Macron. Aura-t-il la tête tranquille, Peggy Ludovic Dagba, pour débattre en tout cas des sujets retenus à l'ordre du jour avec son homologue français, Emmanuel Macron? Non, je pense quand même que notre chef de l'État sait très bien qu'il dirige un État et qu'il est d'abord le garant de tout ce qui s'y passe au plan interne avant le plan externe. C'est vrai qu'il va à la rencontre de Macron, finalement, il faut le dire, dans un contexte socio-économique un peu turbulent. La tension, elle est vive, vous l'avez dit, mais nous pensons quand même qu'il saura trouver une solution, une porte de sortie heureuse pour cette crise. Avec Macron, je pense que le président Patrice Talon aura vraiment à prendre langue avec lui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui devraient donc être débattu avec le chef de l'État français, puisque à ce niveau, vous savez, lorsque vous faites élire nouvellement, c'est pratiquement une tradition pour les chefs d'État d'aller prendre langue avec le président de la République française qui, ma foi, vous le savez, reste encore la mère patrie à une certaine époque, il faut le dire. Donc l'influence est encore là. Et finalement, il va pouvoir débattre de certaines questions de coopération, mais également de certaines questions liées donc vraiment à la mandature qu'exécute le président de la République. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État français a plusieurs centres d'intérêt dans notre pays et dans la sous-région. Donc il y a forcément une discussion importante à avoir pour savoir sur quoi mettre l'accent et qu'est-ce qu'il faut préserver, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ne vous voilez pas la face. Hein. Le président français sait très bien ce qui se passe au pays. Il connaît l'État, il connaît la tension sociale qui se déroule. Donc, forcément qu'ils en auront à discuter et forcément, il va peut-être lui donner quelques idées, quelques pistes de solutions, pour ne pas dire des injonctions. Je sais qu'il ne va pas aller sur ce terrain, mais les deux pourront quand même discuter vraiment
la situation sociopolitique nationale qui prévaut. On va plus aborder le volet diplomatique de cette visite, les enjeux, les perspectives, notamment de cette visite avec William Baguidi. Mais avant, on va s'intéresser avec vous à l'intention sur les nombreuses rencontres que le chef de l'État a organisées au Palais de la Marina avant de prendre l'avion pour Paris, des rencontres qu'il a lui-même présidées. On a vu un président de la République qui s'est senti obligé de s'expliquer sur un certain nombre de questions devant ses invités. Quels sont les mobiles qui, selon vous, l'ont poussé à se mettre dans cette posture ces derniers jours? Non, je pense que les mobiles, c'est un peu sont liés un peu à la situation sociale que nous vivons. Je crois que quand on suit un peu la communication du président, qui dès le début a dit je veux rompre avec une pratique du passé. On a connu l'ancien président qui aimait bien le populisme. Mais cette fois-ci, je pense que le président a dit que lui, ses sorties étaient rares. Et sur le terrain également, on l'a vu, on peut compter le nombre de fois qu'il est sorti. Mais aujourd'hui, je crois qu'il se rend bien compte qu'il y a un problème de communication, que son message ne passe pas. Vous avez vu, quand on prend un peu l'exemple des femmes du marché, il y a eu cette rencontre entre les femmes du marché et les ministres. Mais vous avez vu le résultat, c'est qu'on a senti effectivement qu'au sorti de cette rencontre-là, que effectivement les ministres ont été éprouvés par donc les questions et les interrogations des femmes du marché. Donc en réponse, le président lui-même a souhaité rencontrer les femmes du marché. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ces différentes rencontres permettent au chef de l'État donc d'amener progressivement les forces vives de la nation à un peu épouser sa vision. Parce que ça veut dire que quelque part, la communication n'a pas permis effectivement au chef de l'État, qui se rend bien compte que son message est que beaucoup n'adhèrent pas. Or, lorsque vous avez un programme d'action du gouvernement, il faut d'abord s'assurer que tout le monde adhère à votre vision, tout le monde adhère donc à l'idéal que vous prônez. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est contraint, se sent effectivement contraint donc de réagir, donc de changer de cap. Donc on sent un changement de cap par rapport donc à sa façon de gouverner. Il avait souhaité se faire rare, il y avait eu ce concept de normocommunication. On se rend bien compte que tout ça là aujourd'hui est en train d'être... on passe à autre chose. Donc, et je crois que c'est la situation qui contraint effectivement le président Patrice Talon à revoir sa copie et directement à prendre langue avec les différentes forces vives, un peu pour amener les uns et les autres effectivement à adhérer à sa vision. Il en a besoin. Il en a besoin maintenant. Est-ce que c'est la bonne façon? Bon, on attendra de voir si cela va donner des résultats et on avisera. On parlera bien entendu de ces résultats. Peggy Dové-Guidagba, pensez-vous que la mayonnaise va prendre, vu qu'il s'agira maintenant d'expliquer plusieurs actions aux forces vives de la nation, alors qu'on a eu l'opportunité de communiquer autour des différentes réformes afin d'avoir l'adhésion de la masse avant leur mise en application. Mais il y a eu plusieurs actions qui ont été menées, mais aujourd'hui, il s'agit d'expliquer tout cela. Est-ce que le résultat attendu sera obtenu? Donc, à Kagbelotin, pour démarrer, j'ai bien envie d'aller d'abord en langue fond pour dire que Vinonu et Vinoyon Bélé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui vraiment maîtrise, l'essentiel de la chose, qui ne peut que parler et qui ne peut que bien en parler. Je crois que le chef de l'État est dans cet exercice, un peu comme l'a dit Alain Tonsunon. Il a compris que son message ne passe pas, qu'il y a des résistances à ces réformes. Et vraiment, il a obligé de changer. Le message ne passait-il pas? Oui, parce que ici, peut-être que ceux à qui il a confié la charge de porter ce message ne l'expriment pas bien, n'ont pas les mots vraiment pour convaincre. Parce que ici, il ne s'agit pas de dire oui, ça va se passer comme ceci, ça va se passer comme ça. Il s'agit de requérir l'adhésion des populations à ce programme-là. Et c'est très important, il faut aller au-delà du simple message. Il faut pouvoir amener les gens à comprendre, à toucher du doigt à l'intérêt, au bien fondé de ce qu'il veut faire. Et je crois que il a pris la mesure de la situation et il a commencé vraiment par changer de stratégie. Souvenez-vous, je crois que ça a commencé quand il est allé sur le site des épis de Siafato qui sont en train d'être construits à Cotonou là. Et un peu dans la masse, il a commencé à parler aux femmes,
aux jeunes, à tous ceux qui étaient là. Et il y est allé par quelle langue? Mais en fond. C'était énorme, c'est assez grand sur le plan de la communication, où vous allez voir que la plupart de ceux qui peut-être en avaient déjà marre de sa façon de diriger, qui commençaient vraiment à sentir, à souffrir, à grincer des dents et autres, mais c'est des gens qui ont commencé à crier 10 ans, 10 ans, 10 ans. Je ne sais pas si vous avez pu avoir cette vidéo-là pour l'écouter. Moi, ça m'avait déjà, comment dirais-je, marqué. Et là, il s'est dit, le président de la République a commencé à comprendre qu'il faut changer de stratégie. Ce n'est plus seulement à la télé, à la radio, les points de presse et autres. Il faut aller directement, il faut rentrer dans une communication directe avec les populations. Et ça n'a pas raté. À partir de cet instant, il a commencé à rencontrer couche par couche la société. Et je crois qu'il y a un message de cœur à cœur qui a commencé par une discussion de cœur à cœur, je vais dire, qui a commencé par s'établir, où le chef de l'État a l'opportunité, se donne l'occasion de leur expliquer de fond en comble son idée et de les amener vraiment à toucher du doigt. Et je crois qu'à la fin, beaucoup quand même sortent pour dire, nous comprenons mieux l'idée du chef de l'État et à partir de cet instant, c'est tellement que certaines choses vont changer. Peut-être pas du tout au tout, mais il y a quand même déjà quelque chose qui commence à changer dans la tête de ceux-là, des populations qui sont appelées à participer, à adhérer à ces réformes au lieu d'y résister. Mais quel impact a sur le dégel de la crise sociale aujourd'hui? Est-ce que ces différentes couches de la société civile que le chef de l'État a rencontrées, je peux parler du clergé catholique, l'église protestante méthodiste, la conférence islamique, sans oublier le collectif des églises évangéliques du Bénin, la plupart de ces des responsables ont promis de l'aider à régler le problème. Est-ce que ces différentes couches ont-elles le bâton magique pour faire arrêter la saignée? D'abord, il faut dire que par rapport à la communication, vous savez, on dit souvent que parfois ce n'est pas le message qui compte, mais le porteur. On se rend bien compte que par rapport aujourd'hui au porteur de message, peut-être que quelque part, il y a un problème. Cela dit, est-ce qu'il y aura des gels? Moi, je pense que quand on a suivi les différentes séances que le président a eues avec les différentes forces vives, on se rend bien compte qu'à chaque fois, ceux qui sont arrivés ont demandé au président, effectivement, de travailler à faire baisser la tension. Donc, on se rend bien compte qu'on a rappelé au président que c'est lui. On lui a rappelé, en fait, que c'est à lui qu'il revient. Donc, c'est cette compétence-là où je peux dire la responsabilité, effectivement, de pouvoir apaiser la tension. Sur ce point précis, oui. N'est-ce pas là l'illustration de la faiblesse, je sais pas, du système de gouvernance? Puisque si c'est uniquement le chef de l'État qui doit parler pour qu'on écoute, alors ceux qui l'entourent ont quelle valeur? Mais c'est ça le problème. Ça veut dire que quelque part, peut-être que par rapport au fonctionnement donc, du gouvernement, peut-être que quelque part, on peut se poser des questions. Parce que si on a vu par exemple le ministre Biotchane qui préside la commission du dialogue social, de négociation avec les centrales syndicales, mais on se rend bien compte qu'il est limité dans son pouvoir donc, et qu'à chaque fois, les choses n'avancent pas et il faut recourir au président. Donc moi je me dis quelque part, à travers donc, cette situation, on se rend bien compte que c'est le président qui mène la danse et que son entourage n'a pas suffisamment, les différents ministres n'ont pas suffisamment de pouvoir pour pouvoir peut-être même contribuer à la prise de décision. En tout cas, c'est ma lecture des choses. Mais je pense aussi que c'est avec les différentes rencontres, on saura si effectivement le président il écoute les forces vives de la nation. Parce que à chaque fois, vous avez vu les femmes qui ont dit par rapport aux défalcations que le président doit lâcher du lest par rapport aux défalcations. Est-ce qu'il va les écouter? Donc on va mesurer cela, on verra par rapport donc au prochain Conseil des ministres, on verra si effectivement le président est à l'écoute. Parce que quelque part, on l'a dit tout à l'heure, le président aussi a senti que le peuple ne se sent pas écouté. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est ça qui justifie quelque part donc ces différentes rencontres. Et je ne suis pas sûr que le président était dans cette posture-là de revenir à l'ancien système où la salle du peuple était effectivement, à chaque fois, le président, c'est lui qui rencontrait les gens par rapport à n'importe quelle situation. Mais si le président Patrice Talon est arrivé là, ça veut dire que quelque part, il a compris que
il y avait problème sur le terrain et que le peuple ne se sent pas suffisamment écouté. Mais on verra comment ça va se passer parce que pour l'heure, donc les rencontres, jusqu'à samedi, on avait les rencontres. Maintenant, on va laisser le président digérer donc, tout ça et on verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines si effectivement le président a écouté ce que les uns et les autres lui ont dit. Et le spectre d'une année blanche plane sur le pays. Il a pris l'avion, il est parti sans régler le problème préjudiciaire de la défalcation, ponction sur salaire, ça va se régler quand? Et dans le même temps, on a observé à l'université d'Abomey-Calavi la situation sociale qui est très tendue. Il y a échauffourée, on a encore enregistré une autre échauffourée ce matin. Non, la situation, je pense que la responsabilité est la grande. Je crois incombe au chef de l'État. C'est à lui de siffler vraiment la fin de tout ceci. S'il le veut bien, je le comprends parce qu'il a quand même une certaine rigueur qu'il veut imprimer aux choses. Il faut quand même que chacun puisse faire face à ses responsabilités. Lorsque vous posez des actes, vous devez pouvoir être d'accord pour pouvoir en répondre. Je crois que c'est l'essentiel du message qu'il est en train de faire passer. Mais ici, la dimension sociale doit commander quand même une certaine flexibilité dans le maniement, on va dire, du bâton. Quel que soit Alpha, je crois qu'il faudra que les syndicalistes et le gouvernement s'asseyent vraiment pour trouver le juste milieu, la solution qui va nous permettre vraiment d'éviter ce spectre de l'année blanche parce que selon les normes de l'UNESCO, je crois que le 15 mars prochain, il n'y a rien à faire, on va commencer vraiment par caresser cette année blanche. Et ce qu'il ne faut pas, parce qu'il faut voir un peu tout ce que les parents ont investi comme moyens financiers, matériels et tout, pour que les enfants puissent aller à l'école. Il y a aussi, comment dire, le programme qui est en train d'être déroulé au niveau des écoles et tout. Donc quand on met tout ceci ensemble, vu également les moyens que l'État a consentis pour que cette année puisse quand même démarrer, il y a quand même quelque chose à faire pour éviter que tout ceci ne parte en fumée. L'autre chose, au niveau de l'université, où tout à l'heure, même dans les coulisses, je partageais avec Alain, mon confrère Alain, cette, comment dirais-je, cette hérésie qui consiste à voir, depuis quelque temps, les policiers, les gendarmes investir ce haut lieu du savoir, ce qui ne laisse pas du tout la tranquillité d'esprit aux apprenants de pouvoir entrer vraiment dans ce qu'ils reçoivent comme enseignement. Il y a nécessité à ce qu'on puisse travailler pour que vraiment il y ait des gels, que la tension puisse vraiment tomber à ce niveau, pour qu'on puisse éviter ces gens d'échauffourées. Encore ce matin, voilà les images qui passent et qui franchement n'honorent pas du tout notre pays. C'est vrai que les étudiants ont souvent, comment dirais-je, la tension ou le sang chaud, où ils essayent quand même de crier pour se faire entendre et tout. Mais aujourd'hui, si on doit continuer toujours par faire camper les forces de l'ordre à ce haut lieu du savoir, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait vraiment appeler à ce qu'on puisse prendre, quand même dans ce pays, nous savons pacifier les choses, nous savons discuter, nous savons dialoguer pour voir où se trouve le problème et comment le régler. Moi, je pense que le chef de l'État, c'est vrai, il a la ferme conviction, la ferme intention d'imposer la rigueur, ce qui est bon, ce qui devrait être. Mais s'il y a comment dirais-je, il faut quand même faire quelques concessions à des moments donnés pour pouvoir avancer, histoire quand même de leur dire, écoutez, ce n'est plus du tout ce que c'était hier, il faudrait pouvoir le faire. Oui, mais sur la question de l'illégalité de la grève, moi, ça m'embête un peu parce que nous sommes quand même dans un pays de droit où nous avons des institutions, il faut les éprouver. Parce que nous sommes dans une situation où le gouvernement est jugé parti. Le gouvernement ici est dans une position d'employeur et en principe, je pense qu'il fallait saisir le juge administratif qui devrait dire si nous sommes dans une situation, si la grève est illégale ou pas. Parce que vous avez des syndicats qui avancent l'article 25 du droit de grève qui dit que si on va gréver pour défendre nos libertés et autres, c'est qu'on ne doit pas nous défalquer. Et donc, je pense que par rapport donc, à ce contentieux, il faut saisir le juge administratif. Le gouvernement aurait bien fait donc, de saisir le juge administratif. Le contexte, est-ce que le contexte non, c'est important. C'est-à-dire que, parce que ici, c'est le gouvernement qui apprécie. C'est le gouvernement qui dit, je trouve que la grève des syndicalistes est illégale. Mais sur quelle base? Le gouvernement ne peut pas apprécier. C'est le juge administratif qui doit apprécier. Maintenant,
Si le gouvernement avait la décision du juge administratif, si le juge administratif décidait que la grève est illégale, le gouvernement pourrait être en droit de dire, bon, vous n'avez pas raison, mais moi, comme je veux apaiser la tension sociale à partir de cet instant, je revois ma copie par rapport aux défalcations. Mais ici, c'est ça en fait qui radicalise. Et il y a aussi le discours. Parce que nous sommes en pleine situation de tension sociale. Vous avez vu tous les commentaires qui ont suivi par rapport aux enseignants. Mais on ne peut pas comparer un enseignant à un étudiant ou à un cultivateur. Je pense que dans le pays, chacun contribue à sa manière à construire le pays. Je pense que quelque part, il y a eu un problème par rapport à la communication. Parce que le moment où on le dit et la manière dont on le dit, ça ne contribue pas effectivement à apaiser la tension. Nous savons très bien ce que, si aujourd'hui nous sommes en train de parler, c'est grâce aux enseignants. Nous savons très bien que ce n'est pas facile d'être enseignant et tout ça. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement et tous ceux-là qui interviennent au nom du gouvernement puissent quand même, dans le discours, dans le message, faire attention pour ne pas donc raviver les tensions, pour ne pas donc encore mettre de l'huile sur le feu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce qu'on ait cette année blanche. Parce que ça va un peu salir le mandat du président. Je crois que le président en est conscient. Maintenant, il faut trouver... Est-ce qu'il en est vraiment conscient? Je pense qu'il en est conscient parce que... En pleine négociation, on défalque, on organise des ponctions sur salaire. Et en même temps, on saisit encore le juge administratif pour non, je pense que... sur l'illégalité ou non. Oui, justement, ils n'ont pas saisi le juge. Moi, je n'ai pas la preuve qu'ils ont saisi le juge administratif. Mais ce que je regrette, c'est que le gouvernement, le juge est parti, et c'est lui qui décide si la grève est illégale ou pas. Or, ici, c'est qu'à la table de négociation, nous avons les deux cas, on a deux parties. Donc, si vous ne vous entendez pas, je pense que c'est le juge qui doit en principe départager. Et c'est comme ça que nous allons construire un état de droit. Mais je me rends compte qu'on n'a pas fait ça. Mais le gouvernement campe sur sa position pour dire que les syndicalistes n'ont pas raison. Et les syndicalistes disent tant qu'on ne nous rétrocède pas. Donc, ce qu'on nous a pris, c'est que... Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Quand on voit aujourd'hui les enjeux que nous avons, on n'a pas besoin d'aller en grève. Je pense que quelque part, il a manqué, et c'est pour ça qu'il faut donc implorer tout le monde. Il faut nous laisser habiter par cet esprit donc, qui a guidé, qui nous a amenés à la conférence nationale, parce que nous sommes sortis de ce mois de février. Mais je me rends compte qu'on oublie qu'on est un pays de dialogue, qu'on est un pays qu'on sait trouver toujours les solutions à nos problèmes par la concertation. Je pense que quelque part, les dirigeants, les gouvernants actuels, ils ont oublié cela. On comprend qu'ils veulent imprimer une rigueur, ils veulent aujourd'hui, quelque part, dire, bon, les choses ont changé, on veut, tel que mon confrère Peggy l'a dit, mais lorsqu'on le fait, il faut absolument rester aussi flexible. Parce qu'on a affaire ici aux hommes, donc il faut faire avec les hommes qu'on a. Et progressivement faire adhérer. Parce que je pense que le gouvernement veut aller vite. Et c'est ça qui fait que, quelque part, il y a des fausses notes sur le chemin. Parce que c'est vrai, hein, le temps passe, mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne prenne pas le temps de discuter avec les gens, d'amener les gens à adhérer à la vision, d'amener les gens à comprendre ce qu'on veut faire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Or, même en voulant aller vite, si le peuple ne vous accompagne pas dans vos réformes, si les forces sociales, vous ne faites pas les réformes pour un autre pays, pour d'autres populations, vous faites les réformes, vous devez les faire avec les forces sociales. Et je me rends compte que le gouvernement veut aller vite, mais ne veut pas faire les réformes avec tout le monde. Vous avez vu par rapport à la grève concernant les acteurs de la santé. Mais à un moment donné, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Parce que les gens demandaient à voir le rapport de cette commission par rapport aux réformes. Et est-ce qu'on a besoin de faire une menace de grève pour qu'on leur remette le rapport? Parce que c'est quand même avec eux qu'on va appliquer la réforme. Donc, quelque part, je pense qu'il faut demander au gouvernement de prendre le temps de convaincre les gens, d'expliquer le bien fondé des choses, et non de rester dans une posture de dire, bon, c'est nous qui avons le pouvoir, vous marchez,
si vous ne marchez pas, bon, on vous écarte parce que nous, on veut avancer. Donc ça, c'est très important. On va conclure en parlant de la médiation. Il y a quelques années en arrière, quand on se retrouve dans des contextes comme ça, on a des personnalités qui se regroupent et qui vont vers le président de la République. Vous lisez dans ma pensée. Qui vont vers les différentes causes sociales pour apaiser. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, par exemple, est-ce qu'on en a encore dans le pays? Voilà, je vous l'ai dit, par exemple, que je n'allais pas regretter le cardinal Bernardin Gontier, par exemple, que je n'allais pas regretter le vieux sage Biokou Salomon, que je n'allais pas regretter Monseigneur Isidore de Souza, qui, en des circonstances pareilles, prennent déjà le bâton de pèlerin, vont rencontrer le chef de l'État, rencontrent les différentes parties et réussissent à les mettre ensemble pour qu'ils puissent retrouver le dialogue. Nous avons quand même aujourd'hui en place le médiateur de la République. J'ai nommé M. Joseph Yononfon, qui apporte le nom. Je crois que c'est l'une des circonstances dans lesquelles il devrait pouvoir vraiment mettre en lumière est-ce qu'il a son ministère. Est-ce qu'il a l'étoffe, la personnalité suffisante? C'est pour ça qu'on a c'est de ça que je parle. Puisqu'il est là, officiellement aujourd'hui, celui qui, parfois, remplit toutes les conditions pour pouvoir mener une médiation réussie. Il peut se faire entourer quand même d'autres personnalités de la République. Nous avons, par exemple, Albert Evogiré qui est là. Nous avons le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous avons d'autres encore qui sont peut-être dans l'ombre, qui peuvent jouer. Les relations entre ces différentes personnalités. Oui, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Jusqu'à le passé récent, quand le président Soglo sort, c'était un événement. Mais depuis un bon moment, ça ne dit plus rien à personne. Comment est-on arrivé à ça? C'est difficile. C'est la politique qui, ma foi, a tout envahi, et enchevêtre tout, fait tout, tourner dans tous les sens. Et voilà ce à quoi on aboutit. Il faudrait qu'on évite le plus possible d'en arriver à ce blocus, à ce blocage au plan national, ce qui, ma foi, ne serait pas du tout bon pour la démocratie, ne serait pas du tout bien pour notre pays, le Bénin. Nous avons toujours su nous parler, même si nous nourrissons peut-être des antagonismes l'un vis-à-vis de l'autre, mais on a quand même généralement su taire les arbres pour s'asseoir et discuter et retenir l'essentiel pour construire ce pays. Je crois que le moment est encore venu pour que le génie béninois puisse travailler à vraiment remettre les choses à l'endroit, afin qu'on puisse éviter cette année blanche. Oui, mais en fait, je pense que c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Il nous faut ce personnage sage comme au Burkina, ils ont le Moro Naba, qui, lorsque effectivement la tension est vive et haute, qui peut sortir et calmer, appeler les uns et les autres au calme. Donc je pense que c'est clair. Aujourd'hui, Monseigneur de Souza nous manque, le cardinal Bernardin Gontier nous manque. Et les anciens présidents, malheureusement, le problème que nous avons, c'est que les anciens présidents sont encore acteurs, ils sont encore en scène sur le plan politique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, leurs interventions ne peuvent pas être bien appréciées des uns et des autres. Mais n'empêche, je pense qu'ils doivent donc se mettre au-dessus. Parce qu'ici, il s'agit de l'avenir des enfants du pays, de l'avenir de notre pays. Donc, je pense qu'il faut pouvoir que le médiateur puisse s'entourer de ces grandes personnalités. Parce que quoi qu'on dise, c'est des gens qui sont encore écoutés. Mais aussi, on a peut-être un certain nombre de sages qui peuvent jouer. Moi, j'ai aimé la proposition donc, du président de la conférence, je crois que islamique. Ils ont demandé à ce qu'il y ait un cadre où on peut avoir un cadre de concertation. Je pense que ce cadre pourrait jouer un rôle important. Parce que lorsque il y a des acteurs donc, ne s'entendent pas, qu'au moins quand eux ils apparaissent, qu'ils appellent tout le monde au dialogue. Parce que c'est ça, il faut s'écouter. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, chacun campe sur sa position et c'est ça qui fait que la tension ne baisse pas. Donc il faut absolument appeler tout le monde au dialogue. Et je crois que si nous avons une force, si aujourd'hui le Bénin a su aller vers la démocratie, a su taire les armes, c'est parce que notre force, c'est ce dialogue-là. Et il faut retourner à ce dialogue pour pouvoir avancer. Merci à vous, Alain Tossono. Merci à vous également, Péki Ludovic Dagba. C'était à l'instant débat fait croiser sur DN Télévision, nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h, sur DN Télévision à 13h30.